Alors bonjour à tous, merci d'être venus présents pour cette conférence sur le brand content. On va accueillir sur cette conférence, et on les remercie d'ailleurs d'être venus aujourd'hui pour intervenir chacun à leur tour. D'abord Daniel Beau de Calicanti qui se présentera juste après, également expert en brand content. Marion Parent de chez Castorama qui est en charge du digital et des RP, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Plein de choses, mais voilà, on en parlera après, et notamment d'un beau projet éditorial. Et enfin, Grégory Duquesnoy, qui est aussi multicasquette, mais qui est aujourd'hui venu vous parler de sa start-up Lisquid, dont d'ailleurs il terminera les interventions tout à l'heure. Voilà, donc on va du coup commencer par le talk de Daniel Beau, donc voilà, qu'on va laisser se présenter, et puis vous parler d'une grande vision panoramique et introductive. Bonjour à tous. L'objectif cet après-midi, c'est que je vous parle de brand content stratégique. Brand content stratégique, c'est cette idée de contenu qui crée de la valeur pour les marques. Et pour vous en parler, je vais faire à peu près un keynote de 15 minutes. Je vais essayer d'illustrer au maximum le propos avec un certain nombre de cas et un certain nombre de travaux de recherche qu'on a pu mener. En effet, si je donne 2-3 points de vue sur l'endroit dont je vous parle. Donc je dirige la société Calicanti, qui est un institut d'études que j'ai fondé en 1990. Et depuis 1990, j'ai eu l'occasion de publier un livre sur le brand content en 2009, un sur la brand culture en 2013, et puis plus récemment, le brand content stratégique que j'ai auto-publié et dont vous avez un aperçu avec cette image. Mais peut-être ce qui m'inspire le plus aujourd'hui pour vous parler, c'est un travail de veille que nous menons chez Calicanti depuis maintenant 7 ou 8 ans, qui s'appelle Veille Brand Content et qui recense aujourd'hui 5600 cas. Et quand vous avez 5600 cas, vous avez vraiment matière à réfléchir parce que vous avez 250 cas dans le domaine de la banque, vous avez 300 cas dans le domaine de l'assurance, vous avez 500 cas dans le domaine du luxe, et il y a une masse critique qui permet de tirer des leçons. Et donc, c'est à partir de l'analyse de ces cas que je vais vous livrer quelques clés. Alors, commençons tout d'abord par un état des lieux du brand content. Donc, le brand content, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés aujourd'hui. Hein, il y a le mot content marketing, il y a le mot branded entertainment, il y a le mot qui monte qui est le native advertising, il y a le branded content, il y a le social content. Donc il y a le inbound marketing aussi. Tous ces mots en fait sont révélateurs d'un même phénomène qui est que la communication des entreprises évolue vers les contenus. Simplement, chacune de ces expressions a une certaine posture. Si je dis content marketing, j'insiste plus sur la dimension marketing du contenu. Donc dans le fait que le contenu va aider à vendre, va générer des leads. Si je dis branded entertainment, j'insiste plus sur la nature entertainment du contenu. Et si je dis brand content, j'insiste plus sur le fait que le contenu est une émanation de la marque. Traditionnellement, on compare et on oppose le branded content et le brand content. Le branded content, c'est l'idée d'une marque qui s'associe à un contenu existant, là où le brand content est plus l'idée d'une marque qui crée un contenu original. Si je prends l'exemple de Sew Hermès, donc longtemps Hermès a été partenaire du Grand Prix de Diane, et puis il y a 8 ans, ils ont lancé le Sew Hermès, ils ont lancé leur propre événement qui chaque année change de couleur, prend des nouvelles images issues de la collection Hermès. En tout cas, ils ont un événement propre, et dans cet événement, ce qui est frappant,
j'ai eu l'occasion d'y aller 3 fois, c'est qu'il n'y a que Hermès présent. La plupart du temps, dans les événements sportifs, il y a plein de marques qui sont présentes. Là, il n'y a que Hermès. Il y a un tout petit peu GL Events, qui est l'organisateur, et BMW, l'automobile. Si on regarde maintenant du point de vue historique le brand content, tout le monde cite le guide Michelin comme étant un des plus anciens exemples. On peut aussi citer le livre des cocottes minutes Seb, qui avait été écrit par Françoise Bernard dans les années 60. Ce livre, il a été diffusé à plusieurs millions d'exemplaires parce qu'il était donné gratuitement avec les cocottes. C'était un des seuls moyens pour apprendre à utiliser ces nouvelles machines. Eh bien, ce livre, il a donné lieu, il y a maintenant 4 ans, à une appli sur tablette et smartphone. Et puis, il a donné lieu, il y a 1 an et demi, 2 ans, à une cocotte connectée. Et en fait, d'une certaine manière, cette cocotte connectée, elle est dans la prolongation du livre de cocotte, de livre de Françoise Bernard, dans la mesure où cette cocotte connectée, elle vous diffuse des recettes, elle vous dit ça y est, les carottes sont cuites, vous pouvez rajouter de l'eau, dans 20 minutes ce sera prêt. Enfin, elle vous donne des tas de conseils qui cette fois-ci sont diffusés via des appareils et via de l'électronique. Si on regarde le paysage du brand content, on voit qu'il y a des marques très puissantes comme Johnson & Johnson qui ont des médias qui peuvent être présents jusque dans 21 pays. Il n'y a aucun média sur la thématique du bébé qui soit dans plus de 1 ou 2 pays. Eh bien, il y a des marques qui sont présentes dans 21 pays. Parce que les marques, elles n'ont pas du tout de limites, elles ont des puissances exceptionnelles et elles n'ont pas de complexe à avoir en comparaison des médias pour développer du contenu. Et puis, j'aurais terminé avec cet exemple pour dire que ça, c'est un exemple des taxis de Hambourg. Donc, c'est un groupement de taxis qui s'appelle 211. 211, c'est le numéro de téléphone. Eh bien, ce groupement de taxis, il a choisi de publier tous les semestres un guide avec des astuces qui émanent toutes de chauffeurs de taxi. Donc, les chauffeurs de taxi font remonter leurs idées et leurs astuces et c'est édité sous forme d'un guide. Il y a 211 astuces. Et comme par hasard, c'est le numéro du taxi qui est 211 211. Donc vous voyez, même des petits commerçants peuvent tout à fait créer du contenu. Donc après ce panorama, ce qu'il faut, c'est avoir une idée un peu de la typologie du brand content. On peut classer le contenu en 3 grandes familles. Il y a des contenus qui sont plus liés à la fabrication et l'utilisation du produit. Donc on va tout de suite voir l'exemple de Carrefour qui a proposé longtemps des recettes à moins de 10 € en partenariat avec Marmiton. Mais on peut aussi citer Weber, qui a lancé la Bible Weber. Donc les produits et les contenus qui sont en liaison avec l'usage du produit, première catégorie. Cette catégorie est extrêmement riche et souvent elle est sous-estimée. Dedans, on peut mettre les tutoriels, les démonstrations, les simulateurs, les galeries de réalisation, les avis d'experts, les témoignages, les communautés. Énormément de produits, de contenus qui permettent d'enrichir la relation au produit, à l'utilisation du produit. Deuxième famille de contenus, des contenus de la sphère publique, des sujets d'intérêt général. On peut par exemple prendre le cas de AXA qui fait depuis un certain nombre d'années des contenus sur la longévité, ou Havana Club qui fait des contenus sur la culture de la Havane, ou le HSBC qui est l'expert sur les expatriés et qui fait des tas de contenus sur les expatriés. Donc, pour s'arrêter sur 2 exemples majeurs, vous avez le leader mondial du mobilier de bureau qui s'appelle Steelcase, qui édite un magazine que vous pouvez télécharger en ligne qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle 360 degrés. Et ce magazine a comme centre d'intérêt, comme sujet d'intérêt, la question des lieux de travail et des espaces de travail. Il est absolument formidable. Il s'appuie sur tout le travail de R&D que mène Steelcase. Un autre exemple, c'est EDF, qui fait depuis maintenant 2 ans EDF Pulse, qui est une plateforme consacrée à l'innovation. Voilà encore un sujet d'intérêt général. Ce n'est pas lié aux activités d'EDF, c'est un contenu d'intérêt général. Troisième famille de contenu, c'est quand les marques développent des mondes autonomes, et ça prend souvent la forme de web-séries, de clips, de sketchs, de contenus avec des personnages. Les 2 exemples qu'on peut avoir en tête, c'est évidemment la saga Oasis, où on voit ces personnages, ces fruits personnifiés qui font toute une série de sketchs, ou ça peut être aussi l'exemple de Daddy Sucre. Daddy Sucre qui a fait des petits clips musicaux avec le personnage du grand-père Daddy.
Alors, le brand content stratégique par rapport au brand content en général, c'est important de s'arrêter sur cette notion parce que trop souvent, quand on parle de contenu opportuniste. Le contenu opportuniste, c'est un super contenu, un one-shot, qui a vocation à être exceptionnel, à être viral, mais qui est souvent prévu dans un relativement court terme, avec des objectifs qui sont un peu déconnectés par rapport au brand content stratégique qui, lui, est vraiment l'idée d'une création d'une collection de contenus dans la durée qui est en liaison avec la culture de la marque, qui remplit une fonction à long terme et du coup qui fait qu'il y a moins de pression sur la qualité de chacun des éléments du contenu puisque c'est l'ensemble qui fait qu'elle est stratégique. Alors pour illustrer, on va prendre l'exemple de Leclerc. Leclerc, ils ont de manière systématique des contenus sur la thématique du pouvoir d'achat. Le patron de Michel-Édouard Leclerc, il a un blog qui s'appelle De quoi je me mêle. Ce blog, il le tient depuis 8 ou 9 ans et il continue à le tenir. Et en parallèle de ça, ils ont créé E-Quotidien. En ce moment, ils ont Éco-Socio-Conso, qui est le moins cher, Mon pouvoir d'achat. Des tas de contenus toujours sur cette même thématique du pouvoir d'achat et de l'économie du quotidien. Donc pour que le contenu soit stratégique, il faut qu'il soit en connexion avec la brand culture. La brand culture, c'est un ensemble qui comprend la publicité, les produits, les contenus, mais aussi les sons, les hommes, la culture managériale, les lieux, les services. Et en fait, le rôle du contenu au sein de la brand culture, c'est d'éclairer l'arrière-plan culturel des marques. Je vais prendre tout de suite un exemple. Je reviens sur Havana Club. Havana Club, il y a 10 ans, c'était un simple rhum un peu moyenne gamme, bas de gamme, qu'on mettait dans le mojito. Et ce rhum, progressivement, par toute une série d'actions, on a réussi à créer un univers très riche autour de la culture de la Havane. Et en particulier, cet été, ils ont fait un pop-up store à côté de la gare de l'Est, qui était une reconstitution d'un quartier de la Havane avec des décorateurs de cinéma. Donc vous voyez, pour transmettre la culture, c'était un moyen formidable. Eh bien, cette marque a publié, produit plein de contenus, notamment ils ont fait une série de courts-métrages sur la Havane, et ces contenus sont en connexion totale avec l'univers culturel de la marque. Troisième point sur le brand content stratégique, c'est que idéalement le contenu, pour qu'il puisse perdurer, il faut qu'il ait son business model. Et quand on regarde la montée en puissance de toutes les marques qui font du contenu dans la durée, on s'aperçoit qu'au début, elles expérimentent. Ensuite, elles définissent une ligne éditoriale, elles rationalisent. Et puis, progressivement, elles ont une bibliothèque de contenu, library. Et puis, elles vont jusqu'à la monétisation et la diversification. Si je prends le cas de Johnson & Johnson, eh bien, le fameux Baby Center, il est vendu à toutes les marques qui s'adressent à la population des mères de jeunes bébés. Et grâce à cette commercialisation publicitaire, il finance la tenue de ce Baby Center. Mais on peut prendre le cas de Weight Watchers, qui a un programme de contenu de coaching qui est vendu 18 € par mois. Donc c'est par la vente d'abonnements que le contenu est financé. On peut prendre le cas de Village Webs, qui est un contenu sur les lieux branchés en France et qui propose son espace à d'autres marques, et en particulier à des marques d'alcool. On peut parler des productions d'Asso Systèmes qui font des tas de films et des tas de vidéos en 3D qui sont vendus et qui donnent lieu à des spectacles. Et enfin, peut-être l'exemple le plus frappant, c'est celui de Xerfi Canal. Xerfi Canal, c'est une société, enfin Xerfi, c'est une société d'études qui vend des études thématiques sur, je sais pas quoi, le secteur de la boulangerie, le secteur toutes sortes de secteurs, des études sectorielles. Et ils ont décidé, il y a maintenant 5-6 ans, de lancer le Xerfi Canal. Et Xerfi Canal, c'est donc une web TV qui donne la parole à des tas d'experts en économie. Eh bien, ce qui est intéressant dans cette opération, c'est que Xerfi, ils font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils investissent chaque année 500 000 € dans Xerfi Canal. Ce Xerfi Canal, ça leur a permis de vedettariser les collaborateurs, puisqu'ils sont mis à l'antenne. Ça leur a permis d'acquérir un tel savoir-faire sur la production audiovisuelle qu'aujourd'hui, ils sont devenus prestataires d'un certain nombre d'entreprises pour faire des web TV à leur marque, en marque blanche. Voyez. Donc, en fait, non seulement les études de Xerfi sont beaucoup mieux mises en valeur parce qu'ils utilisent à fond les possibilités de l'audiovisuel pour promouvoir leur contenu, mais ils ont gagné une expertise qui leur permet aujourd'hui
de proposer leurs services, je sais pas, par exemple, à l'association des experts comptables, et de faire régulièrement, tous les mois, une émission avec les meilleurs sur la thématique des experts comptables. En fait, quand on fait la liste de tout ce que permet le brand content, on voit que ça va bien au-delà de simplement aider à la vente. Ça permet d'enrichir le produit par des conseils d'usage, par l'animation du lieu de vente, par des astuces d'utilisation. Ça permet de donner du sens à la consommation, de stimuler les pratiques, d'influencer au-delà de la cible commerciale. Ça permet aussi de placer la marque en tant qu'agent culturel, l'ancrer dans une culture, d'occuper l'espace public. Si on prend les cas de Johnson & Johnson, ils sont l'interlocuteur du Pentagone, et du gouvernement de la Maison-Blanche, sur les grands sujets liés aux enfants. Ça permet de renforcer la crédibilité, d'exercer des missions d'intérêt général, et ça permet aussi d'aller jusqu'à de la diversification. Un contenu bien fait, c'est extrêmement mobilisant pour les collaborateurs, et c'est aussi un outil pour attirer des partenaires ou des futurs collaborateurs. Si maintenant, dans cette dernière partie, on insiste sur les clés de succès d'une politique de brand content, je dirais qu'une des premières clés, c'est de penser à développer plusieurs piliers de contenu. On ne se limite pas forcément à un seul pilier de contenu, c'est plusieurs piliers qui cohabitent, qui alternent, voire qui se combinent. Si je reviens sur Havana Club, ils ont des contenus sur la Havane, la musique à la Havane, la photographie à la Havane, l'art, les artistes, le cinéma de la Havane. Et ils ont des contenus sur les mojitos, l'art des mojitos, le vieux rhum. Donc ils ont des contenus et des piliers de contenu très proches des produits et des piliers de contenu plus proches de dimensions culturelles. Et c'est l'intégration et l'articulation des deux qui font qu'on a un univers de sens riche et puissant. On peut prendre aussi le cas de Sodexo, qui lui fait dans un site commun, le Quality of Life Observer, il regroupe tous les contenus autour de la qualité de service, mais ces contenus sont segmentés sur les prisons, l'éducation, la santé, tous les domaines de compétences de Sodexo. Pour réussir un contenu, une stratégie éditoriale, il faut réussir sur 3 points. La performance éditoriale, l'association à la marque et la visibilité. La performance éditoriale, c'est clé parce qu'il faut que le contenu soit enthousiasmant. Il faut, comme c'est un don, le contenu que la marque fait à ses consommateurs, il faut que ce cadeau soit tout à fait abouti, soit enthousiasmant. Il faut aussi qu'il soit bien relié à la marque. Et si je vous mets cet exemple-là, c'est parce que on peut ressentir entre ce livre de cuisine, de pâtisserie, et l'univers de la marque Ikea, on sent un lien assez subtil, qui n'est pas un lien premier degré. Hein. Vous voyez bien tout cet art de l'agencement, tout ce jeu de combinatoire qui est typique de l'univers Ikea. Eh bien, on arrivait, grâce à la collaboration avec un artiste, à le lier à la façon de mettre en scène les recettes, puisque ce que vous voyez là sur chacune des photos, ce sont les ingrédients d'un gâteau avec les proportions qui permettent de faire le gâteau, mais photographiés avec un certain agencement ludique et créatif. Donc, performance éditoriale, lien à la marque qui doit être subtil et profond. Et 3e point, la visibilité. Et sans doute la visibilité, c'est la difficulté la plus importante, parce qu'on est à l'ère de ce qu'on peut appeler le content shock. Le content shock, c'est l'idée que la disponibilité des gens, elle est évidemment stable. Ils dorment peut-être un peu moins, ou ils utilisent des smartphones dans le métro, et donc ça permet d'avoir un peu plus de temps de lecture. Mais les contenus, à côté de ça, ils progressent de façon exponentielle. Et ça conduit à une grande difficulté, parce qu'il faut pouvoir émerger. Et pour émerger, il y a des cas où la compétition est vraiment difficile. Si je prends la thématique des aidants, beaucoup d'assureurs et de banques se sont emparés du thème des aidants, on s'aperçoit qu'on a 10 acteurs qui ont fait des contenus et des sites sur les aidants. Massif, c'est avec les aidants. Accès Assistance, c'est entre aidants. Vauban, c'est mes débuts d'aidants. Et vous voyez que ce n'est pas facile d'émerger, et donc il est important pour les marques de trouver des bons insights éditoriaux, de faire des contenus qui se différencient, qui amènent quelque chose,
qui soit propulsé au bon moment ou qui s'appuie sur des médias puissants. Et si on prend l'exemple de Coca-Cola, Coca-Cola a lancé avec Melty un site qui s'appelle la Gaming Zone. Et ils disent que s'ils n'avaient pas fait ce site en association avec Melty, qui est un média qui touche 3-4 millions de jeunes, ils auraient eu sans doute entre 5 et 10 fois moins d'audience qu'en créant cette Gaming Zone au sein d'un média puissant. Ce qui permet aussi d'exister, c'est de développer dans la durée une bibliothèque de contenu qui soit riche et cohérente. Et on peut observer de manière très positive ce que fait Picard depuis maintenant 7 ou 8 ans. Picard, avec un très grand souci et un très grand soin dans la qualité des photographies, a réussi à construire une série de contenus sur des recettes d'utilisation de Picard qui donnent à la marque une image non pas juste d'un produit pratique pour faire la cuisine rapidement, mais comme un produit de gastronomie du surgelé. Et ça, ils le font grâce à des outils aussi bien présents en magasin que sur le web. J'en ai terminé pour cette introduction. Je voudrais juste conclure en disant que nous-mêmes, on a expérimenté la production de contenu. Le fait de sortir des livres, c'est d'une certaine manière un premier niveau pour lancer des contenus, mais de plus en plus, on a sorti chez Caliganti des livres blancs en association avec des marques. Et en particulier, je vous encourage à télécharger puisqu'il est accessible. On a fait un livre sur les pop-up stores, on en a fait un sur les lieux de marque. Et la conviction à laquelle on est arrivé en tant que société d'études, c'est que une des manières de faire du contenu à haute valeur ajoutée, ça consistait à associer la recherche et l'éditorial. En gros, la combinaison du savoir-faire journalistique avec la combinaison du savoir-faire avec le savoir-faire études. Les études, ça peut être sous toutes les formes. Ça peut être du crowdsourcing, ça peut être de la sémio, ça peut être de la veille, ça peut être de l'enquête, ça peut être toutes sortes d'études. Mais le fait de mettre de la recherche en connexion avec de l'éditorial, c'est une des façons de faire des contenus qui fassent référence. Merci pour votre attention. Merci Daniel. Donc je précise, parce qu'on me l'a rappelé à juste titre, c'est que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions directement avec l'application Mobile Actif. Alors je ne sais pas si vous l'avez tous téléchargé. Sachez que vous pouvez donc envoyer vos questions via cette appli avec le code comme en or, si vous ne l'avez pas encore activé, mais également par SMS. Donc je ne sais pas si ça s'affiche, mais en tout cas c'est au 06 05 310 310. 06 05 310 310. Voilà, comme ça me permettra ici d'avoir accès à vos questions et à la fin des interventions de pouvoir faire participer sur ces questions les différents intervenants. Et on va laisser parler Marion de Castorama tout de suite. Oui, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous pour parler, non pas de la raison pour laquelle les marques peuvent se lancer dans le brand content, parce que Daniel l'a fait très bien et avant moi, bien que pour nous ça représente un formidable levier d'exprimer finalement la raison d'être, la culture de l'entreprise, comme l'exprimait Daniel. Moi, je vais vous parler du cas 18h39, qui est le nouveau consumer magazine de Castorama. On l'a lancé il y a quelques mois. 18h39, quel est son sens? C'est pas l'heure de l'apéritif, c'est pas l'heure à laquelle on rentre chez soi, c'est pas l'heure de devoir. C'est une statistique qu'on a trouvée au sein de la Francoscopie 2013 et qui dit que les Français passent en moyenne 18h39 chez eux par jour. Alors, c'est une moyenne, bien sûr, ça inclut les week-ends, ça inclut les vacances. Mais à chaque fois que je dis cette statistique aux gens que je rencontre, et peut-être que vous-même vous dites ça, non, c'est pas possible. Moi, je passe pas 18h39 chez moi par jour, j'ai pas le temps, je cours tout le temps, etc., etc. Et pourtant, cette statistique qu'on a trouvée à la Francoscopie, finalement, est étonnante et nous a fait nous réfléchir sur ce temps passé chez soi. Je pense qu'on y passe plus de temps qu'on ne veuille bien le croire, et ça nous a conforté, nous, chez Castorama, dans notre vision qui est que être bien chez soi, c'est être bien dans sa vie, et qu'en effet, cette statistique conforte le message qu'on porte depuis 2014 à travers différents médias.
Sur l'objectif pour nous, à travers 18h39, c'était essentiellement d'inspirer les Français sur comment ils pouvaient mieux vivre chez eux, de leur donner des idées et fondamentalement leur donner l'envie de faire, parce que c'est là tout l'enjeu de notre marché, de donner envie aux gens de bricoler, de faire des choses de leurs propres mains. Et quand on a regardé en effet autour de nous ce qu'il y avait en termes d'inspiration autour de la maison, c'est vrai qu'il y a énormément de contenu, il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui relatent plutôt de la belle ambiance. Comment je peux associer des produits, être dans la tendance de la décoration. Et finalement, on a cherché à se dire, ce qui nous intéresse et ce qui est notre profonde conviction chez Castorama, c'est de s'intéresser à la vie des gens concrètement. Donc à travers 18h39, on va passer le cap de l'esthétisme et on va donner des idées nouvelles tant sur la manière de vivre sa maison. On va être au cœur du réacteur, c'est-à-dire comment les gens vivent chez eux fondamentalement. Et on va parler tant de la manière de vivre sa maison que de l'aménager ou de la décorer. On a été chercher en tout cas un éventail de contenus qui permettent de toucher ces deux pans-là. Alors, pour vous expliquer rapidement un peu le contenu de 18h39, je vous propose de vous donner quelques idées qu'on a récemment proposées. Peut-être que vous-même, vous pourrez vous décider de les tester, de les oser, de les expérimenter chez vous pour vivre heureux 18h39 par jour. Donc, par exemple, dans 18h39, à travers la rubrique mode de vie, qui porte son nom, et comme je vous le disais, on va à la rencontre de ceux qui vivent dans l'air du temps. Et on va développer des articles, par exemple, sur ces nouveaux modes de vie, comme vivre avec sans objet, pour avoir une consommation plus raisonnée. C'est une tendance naissante. Ou alors tenter le pari du zéro déchet. On est allé à la rencontre d'une famille à Roubaix qui a suivi l'initiative proposée par la mairie et qui réussit avec brio ce pari-là. C'est aussi pourquoi pas vivre votre jardin différemment, en vous tentant dans le camping, c'est-à-dire vous pouvez louer votre jardin pour que des campeurs viennent planter leur tente. C'est un Airbnb du camping quelque part. Et c'est ce genre de nouvelles tendances qu'on vient aborder parce que quelque part c'est vivre sa maison d'une manière tout autre. Et on s'intéresse aussi à la manière de vivre dans d'autres pays. On va ouvrir nos horizons et à travers la rubrique aux quatre coins du monde, là, on va s'intéresser à des initiatives qu'on a pu repérer dans d'autres pays, comme par exemple en Allemagne. Il existe dans les immeubles des salles communes pour laver votre linge et étendre votre linge. Ça ne se fait pas chez vous, ça se fait dans des salles communes. Et pourquoi pas faire ça en France aussi. En Suisse, on dort dans le même lit, mais chacun sa couette, ce qui évite le fatidique. T'as bien dormi? Ben non, t'as piqué toute la couette, du matin. Et pourquoi pas aussi faire ça chez soi. En Finlande, on a été trouver des placards égouttoirs qui sont des placards hauts de cuisine sans fond, ce qui fait que vous faites votre vaisselle et vous la rangez immédiatement. Quelque part, ça vous évite quelques étapes. Parce que ce sont ce genre d'initiatives-là qu'on va aussi aborder à travers 18h39 pour stimuler finalement l'envie et la créativité en ouvrant, comme je le disais, nos horizons. On va aussi s'intéresser à la maison en tant que telle et aux habitats les plus nomades. Pour nous, une maison, c'est pas forcément 4 murs et un toit. Ça peut être une péniche, ça peut être une roulotte. Il y a des gens qui vivent comme ça, dans un esprit un peu plus bohème, qui parfois fait rêver. Ou par exemple, comme cette personne qui a monté sa tiny house pour 16 000 € et qui a même fait la tiny niche. Voilà, si vous voulez lire l'article, c'est assez amusant. Et on s'intéresse aussi aux habitats, par exemple, les plus traditionnels, parce que c'est des choses auxquelles on tient, c'est un patrimoine. Et on va aussi décrypter comment réhabiliter une maison troglodyte, comment réaliser une maison basque, ou ce genre de choses. On s'intéresse aussi à des sujets de fond, parce que nous, chez Castorama, forcément, on observe les évolutions de la société et on observe ces évolutions-là et on veut s'y inscrire pleinement. Donc on a des sujets, en effet, très sérieux. Là aussi, une initiative, par exemple, de Roubaix qui propose d'acheter une maison pour 1 € pour faciliter l'accès à la propriété, si vous engagez à faire un certain nombre de travaux, bien sûr. C'est aussi aborder des sujets lourds qui sont, existe-t-il une alternative à la maison de retraite? Eh bien oui, Mamie peut emménager au fond du jardin puisqu'il existe des entreprises qui vous proposent de monter des structures adaptées et qui vous évitent ce cas lourd, en tout cas ce choix à faire. C'est aussi ce genre de sujet-là, 18h39, mais c'est aussi des sujets très légers. Dans la rubrique La petite maison dans la série, on vous propose, on vous décrypte comment reproduire le décor de vos séries préférées. Alors ici un exemple, la cuisine de la famille Lepic, dans Fais pas ci, fais pas ça. Mais si vous voulez reproduire le bureau de Don Draper, vous pourrez aussi découvrir comment faire concrètement. Et à chaque fois, dès que c'est possible, en tout cas, on vient donner bien sûr la liste des produits Castorama pour les réaliser, mais pas que. C'est-à-dire que comme on ne vend pas de meubles, par exemple, de canapés ou autre, eh bien, on va quand même indiquer à nos lecteurs où trouver les produits qu'on recommande. C'est aussi des quiz, des tests, des questions du moment. La colocation est-elle faite pour vous? Est-ce qu'il est temps que vos enfants quittent le nid? Ça reste
reste toujours des sujets qui sont très centrés sur la maison et la vie à la maison, comme je vous le disais. Et puis on part aussi à la rencontre de ceux qui fourmillent d'ingéniosité, ceux qui bidouillent, ceux qui bricolent dans leur garage, au fond de leur atelier, et qui créent, qui inventent des objets insolites, d'où le nom de cette rubrique. Il y a par exemple le rideau de douche écolo combattant, qui est une création qui n'est pas encore commercialisée, mais qui, au bout de 4 minutes, le rideau de douche souffle les picots, vous éjecte de la douche pour vous dire il est temps de sortir, clairement. Ou pourquoi pas, les objets du bonheur, c'est un réveil qui, pour l'éteindre, il faut brandir pendant 3 minutes les 2 manches, ce qui génère chez vous des hormones de bonne humeur dès le matin. Enfin, il y a des choses assez étonnantes, mais que les gens, comme vous et moi, peuvent être en capacité d'inventer et de bricoler, comme je disais, au fond de leur maison. Et pour inciter aussi nos clients, nos lecteurs à bricoler, on parle de ceux qui bricolent, ceux qui pensent que rien ne se perd, tout se transforme, à travers des rubriques comme Second Life, ici, comment on peut transformer une valise en table ou encore un pneu en pouf, ce qui donne un pnouf. Voilà, c'est aussi dans la ligne éditoriale qu'on va chercher à faire sourire les gens, je vois qui en sourient, et on vient donner forcément aussi toutes les indications à faire. 18h39 chez soi, c'est aussi se dire, quelque part, éclatons-nous, amusons-nous chez nous, et on va parler à ceux qui ont gardé une âme d'enfant, à savoir tout le monde, à travers la rubrique Ludomus, en disant comment la maison peut devenir un terrain de jeu. Est-ce que vous voulez mettre un toboggan chez vous, une balançoire, ou que sais-je encore? En tout cas, ce sont des idées aussi qu'on propose pour que, toujours cette même conviction, être bien chez soi, c'est être bien dans sa vie, puisse être retranscrite à travers ce genre d'article. Et puis on s'inscrit aussi, nous, Castorama, dans ces notions d'économie collaborative. On vient parler des plus belles initiatives positives, le nom de cette rubrique. Comment on peut s'organiser entre voisins, s'accueillir et partager davantage de particulier à particulier. Alors vous voyez, c'est une forme de contenu très enthousiasmant, très riche, très varié, pour toucher aussi tout type de cibles, tous les âges, parce que la maison, finalement, ça concerne tout le monde, qu'on soit jeune ou vieux. Et on était vraiment dans cette envie de partager l'élan positif et l'envie de faire à travers ce contenu, sans pour autant en oublier notre ADN, et donc donner toutes les clés pour réaliser les pas à pas. On a commencé comme ça, nous, chez Castorama, à travers le contenu, toutes les vidéos tutoriels, même les stages, il y a de ça très 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 longtemps, pour partager notre savoir-faire et apprendre aux gens à faire. Donc on retrouve ça aussi dans 18h39, au-delà de notre vision sur la maison. On n'en oublie pas nos racines concrètes, et on vient mailler tous les contenus de l'écosystème de Castorama. Là, ici, en chaque fin d'article, dès que faire se peut, on vient donner une vidéo concrète sur comment apprendre à poser un parquet, comment peindre, ce genre de choses. Tout contenu utile qui permettra aux gens, finalement, de partir de l'idée jusqu'à la réalisation finale. On a pensé aussi à la participation de nos lecteurs. Typiquement, on s'est dit que nous, Casto, on donne notre point de vue sur la maison. Et en clin d'œil, on propose aux lecteurs de nous donner leur point de vue depuis leur maison, à savoir une photo de leur fenêtre, pour nourrir une rubrique qui s'appelle le hublot et qui est alimentée de plein de photos de la fenêtre des gens. Ça, c'est un moyen plutôt clin d'œil de participer, mais surtout, vous pouvez participer en envoyant des avant-après. Parce que vous êtes fiers de vos réalisations, ou encore vos problématiques concrètes du quotidien qui peuvent nourrir le comité de rédaction avec qui on travaille. C'est la société Les Séquences de l'Innovation que je salue au passage. Donc au résumé, on a un contenu qu'on a voulu inspirant, ça c'est sûr, mais surtout utile et malin. 18h39, c'est notre regard sur la maison, les moments que l'on y passe et la vie que l'on y mène, et je dirais même la qualité de vie que l'on peut y mener. En tout cas, c'est un contenu qui retranscrit toute cette vision et cette culture de la marque, et forcément qu'on porte aussi sur les plateformes sociales de Castorama. Et c'est là où c'est intéressant, parce que tous ces contenus génèrent beaucoup de discussions. Dès lors que ça touche le passionnel, la maison, la vie des gens et la vraie, les gens commentent avec aisance et facilité tous les contenus qu'on peut proposer. Il n'est pas rare qu'on ait à peu près 2000 likes ou partages sur nos articles, enfin par article, puisqu'on en propose un par jour, je vous le rappelle. Mais c'est amusant de voir comment les gens
spontanément voilà, se disent ou s'envoient un article, on dit ah, bah, tiens j'ai pensé à toi, ou tiens on en a parlé, et commentent d'une facilité en tout cas ces contenus. Et on commence aussi à avoir voilà, des clients ou des lecteurs qui nous repostent leurs réalisations. Alors là on avait proposé l'idée de transformer une commode en litière à chat. On a surfé bien sûr sur la tendance des chats aussi sur internet, et une lectrice nous a repartagé sa réalisation, et ça a généré d'autant plus de conversations aussi, et d'engagement et de félicitations dans la communauté. Donc c'est intéressant de voir comment finalement ces sujets-là, dès lors qu'ils touchent voilà, la corde sensible des gens, peuvent voilà, générer un volume de conversation assez intéressant pour nous et pour notre marque. Notre record, c'est assez épatant, c'est un sujet qu'on a réalisé qui est fabriquer son éolienne pour 30 €. On génère aussi des conversations en s'inscrivant dans l'actualité. Ici, cet article a été écrit lors de l'événement POC 21 qui était organisé dans le cadre de la COP 21. Donc c'est vrai que c'était un sujet voilà, qui générait beaucoup de conversations globales, mais qui a généré plutôt 9000 likes ou partages, et qui en génère encore. C'est-à-dire que ça continue à se propager, et que l'idée est tellement étonnante qu'on puisse, nous tous, réaliser une éolienne pour 30 €. Voilà, ça se partage d'une manière assez facile et sans trop de soutien média de la part de la marque, clairement. Alors, on a créé aussi nos propres comptes, 18h39 sur les réseaux sociaux. Si ça vous dit, inscrivez-vous, suivez-nous, suivez le fil de l'actualité. Ça génère aussi sur ce compte-là et sur celui de Castorama tout autant de conversations, c'est intéressant. Alors voilà, pour ce résumé, 18h39, c'est un rendez-vous qui se veut inspirant et créatif. Ça, c'est notre ligne éditoriale très sommairement résumée. C'est un site qui donne chaque jour une nouvelle idée, ça c'est notre fréquence. À expérimenter ou à réaliser chez soi, ça c'est notre enjeu, amener les gens à bricoler. Pour y vivre heureux, c'est notre raison d'être quelque part. Et à partir du moment où ces 4 composants-là, selon moi, sont bien définis, clairement définis, ça vous permettra aussi à tous ceux qui souhaitent se lancer dans de la création de contenu d'avoir ce cadre précis, ce fil conducteur pour savoir où aller et où emmener vos lecteurs, où emmener les gens et dans quelle vision concrète vous voulez retranscrire de la marque. Et c'est amusant parce qu'on commence à voir finalement petit à petit que nos lecteurs retranscrivent notre vision, à savoir Marilyn le 12 février qui dit c'est important de se sentir bien chez soi, vive Castorama. Et à partir du moment où les propres lecteurs ou vos clients commencent à retranscrire cette vision-là, c'est tant mieux pour nous. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Grégory. Merci à vous. Et j'en profite juste avant, alors il y a eu des bonnes réactions sur Twitter, d'ailleurs, à ton intervention. J'en profite aussi pour vous rappeler à nouveau que vous pouvez continuer à poser des questions. On en a reçu quelques-unes, donc ça sera intéressant pour la suite. Et n'oubliez pas donc le numéro de téléphone 06 05 310 310. 06 05 310 310. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Grégory Duquesnoy. Alors, je préfère prévenir tout de suite, j'ai un petit défaut, c'est que j'ai tendance à parler un peu fort. N'hésitez pas à me le dire si je parle trop fort. Je le sais, je ne me vexerai pas. Donc, je suis Grégory Duquesnoy, je suis vice-président de Place de la Communication qui a le plaisir de parrainer cet atelier aujourd'hui, et j'interviens plus spécifiquement cet après-midi en tant que fondateur de Lisquid.co, qui est une plateforme sur laquelle je vous invite à aller faire un tour forcément, qui permet aux marques, aux entreprises et aux meilleurs créatifs du numérique de se connecter, de concevoir, de piloter leur stratégie de contenu. Et on vient d'en faire le constat par les différents exemples qu'a évoqué Daniel Beau, par l'exemple de Marion et de 18h39. Les marques perçoivent bien le bénéfice d'entrer dans une telle démarche. Aujourd'hui, une marque ne peut plus se contenter de dire à ses consommateurs « Venez chez moi, achetez mon produit, il est beau, il n'est pas cher ». Aujourd'hui, la marque elle a besoin vraiment de se différencier, d'émerger. Voilà, et d'être cette vache violette qu'évoquait Seth Godin, qui est un gourou du marketing américain. Voilà, on a besoin de faire la différence parmi le brouhaha ambiant, un petit peu comme j'aimais beaucoup l'exemple de Daniel Beau sur les aidants, où voilà, on se retrouve avec 10 acteurs qui se positionnent sur le même terrain. Comment je fais pour émerger vis-à-vis d'eux ? Et j'ai pu noter aussi au travers de la présentation de Marion des bénéfices qu'elle relevait sur le content marketing et sur les stratégies de contenu. C'est que c'est notamment un formidable levier pour véhiculer la raison d'être de la marque, ses valeurs. C'est aussi un moyen de créer une préférence avec le consommateur en entrant dans une autre forme de communication qui sort des axes traditionnels sur le prix, sur le service,
sur le produit. C'est aussi une manière de communiquer autrement, dans un contexte de défiance des consommateurs face à la publicité. On le voit bien, je discutais ce matin avec une personne qui me disait, voilà, moi le soir, je fais pause sur la télé, je lance le programme et ensuite je zappe sur les publicités pour uniquement regarder mon programme. À travers le brand content, la marque, le rapport entre la marque et son consommateur est vraiment différent. La marque se sent utile et c'est ce que disait Marion, on se rend intéressant avant d'être intéressé. Et l'intérêt d'une telle démarche se traduit dans les chiffres. Quand on regarde et qu'on enquête auprès des professionnels de la communication, du marketing, il y a une déferlante qui est clairement constatée, c'est que dans les budgets, la première ligne d'augmentation, c'est celle du content marketing, bien devant le référencement, bien devant l'email marketing. Donc on est vraiment sur une tendance qui fait que commencer, et qui est déjà très forte et qui va faire que augmenter. Pour autant, il y a quand même une évidence, on n'est pas tous en mesure de faire de beaux contenus, de créer du contenu, c'est compliqué, concrètement, à la fois pour des raisons de budget, pour des raisons de compétences aussi. En interne, on n'a pas forcément les compétences, ou alors je ne sais pas où aller chercher les compétences pour m'aider à produire les contenus, à piloter ma stratégie. Et puis, on n'a pas tous les outils, on manque aussi de méthodologie. Et le problème, il est dans le titre de notre conférence aujourd'hui, c'est Content is King. C'était la vision qu'avait eu Bill Gates en 96, donc il y a 20 ans déjà. Et aujourd'hui, c'est vraiment le quotidien de la réalité des marques et des entreprises. Mais on est, par rapport à il y a 20 ans, dans un monde qui est ultra connecté et ultra fragmenté. Parce qu'au final, quand on parle de contenu, on va penser à plein de formes. Un contenu peut avoir différentes formes, très hétérogènes. Ça va être du texte, des articles de blog, des livres blancs, de la photo, de la vidéo, des infographies, des gifs, des mini-vidéos. Les marques en sont très friandes, on voit beaucoup ça en ce moment. Du rich media, de la data visualisation, du social content. Et à cela, on rajoute une couche de contraintes qui est la liquidité de ces contenus, qui signifie que le contenu doit s'adapter à l'ensemble des canaux sur lesquels il va être diffusé. One content fits all. Alors ça, c'est pour les contenus. Parce qu'après, il y a ceux qui produisent les contenus. Et là, on fait face à des dizaines de profils d'interlocuteurs différents, de la traditionnelle agence, aux journalistes, aux freelances, à l'influenceur, au pro-am, qui est un profil qui émerge de plus en plus, aux studios, aux médias. Et puis à ça, on va rajouter des workflows de production qui vont être spécifiques à chaque contenu. Donc on se retrouve face à une montagne et on ne sait pas par quelle boule prendre. Je discutais avec le directeur communication d'une enseigne de distribution spécialisée et qui me disait qu'il avait besoin de produire du contenu, mais vraiment spécifique au cœur de métier de son enseigne. Et pour lui, c'est complexe parce qu'il a besoin de plusieurs talents, à la fois des talents qui connaissent parfaitement le sujet, la problématique de son enseigne, mais également des talents qui ont la capacité à réaliser le contenu de manière engageante, parce que c'est bien la problématique d'engager avec son audience, tout en n'étant pas trop publicitaire. Parce que tout de suite, si on est trop publicitaire dans son message, l'auditoire va se refermer et on va passer à côté. Et du coup, son agence, pourtant brillante, qui l'accompagne, n'a pas ses talents pour lui créer ce contenu. Son agence a des équipes qui sont très compétentes pour promouvoir sa prochaine opération commerciale, pour lui faire une belle campagne pertinente sur sa marque, mais pas pour lui produire ce contenu. Donc à l'arrivée, il se retrouve à deux, lui et son agence, à rechercher ses talents pour produire ce fameux contenu. Et qui contacter? Est-ce que ça va être un blogueur, un journaliste, pourquoi pas un retraité passionné, un expert sur le métier? Où le trouver? Comment le chercher? Et en supposant qu'on l'ait trouvé, comment collaborer avec lui et travailler pour arriver à produire ce contenu? Et c'est pour ça que j'ai choisi de créer Lisquid.co pour apporter des réponses à ces problématiques qui sont vraiment le quotidien aujourd'hui quand on désire se lancer dans une stratégie de contenu. Et justement, quand on souhaite se lancer dans une stratégie de contenu, je vous propose de regarder rapidement en 8 étapes comment concevoir sa stratégie de contenu. La difficulté de ces 8 étapes, c'est qu'on pourrait en faire un atelier pour chacune de ces étapes. Et alors, je vais forcément les survoler, mais je vais m'attacher à pointer du doigt certains pièges et travers dans lesquels ne pas tomber. La première étape, c'est par où débuter, c'est-à-dire commencer par se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions et dans le bon ordre. Ça semble un peu tarte à la crème, tellement ça peut paraître évident, mais c'est tellement criant de vérité, c'est le premier travers dans lequel on tombe, c'est inverser le pourquoi et le quoi. Alors c'est quoi le pourquoi? Le pourquoi, c'est le problème que notre produit ou notre service résout.
Et souvent, on l'inverse parce qu'on a tendance à prendre les choses par l'autre côté, c'est-à-dire se dire bon allez, on va aller sur Facebook ou on va créer un compte sur Instagram. On va d'abord se concentrer sur l'outil et on va du coup se placer dans une démarche plutôt réactive que proactive. C'est ce qu'évoquait Daniel Beau avec la vision stratégique et la réflexion stratégique, à contrario de l'effet buzz, sur un contenu. Et l'effet pervers de tout ça, c'est qu'on va se retrouver forcé par notre canal à produire du contenu. Bien sûr, on ne s'est jamais retrouvé, personne, bien évidemment ici dans l'assistance, s'est retrouvé dans la situation de se dire, bon ben voilà, on avait dit qu'on postait 2 fois par semaine sur Facebook, au fait, qu'est-ce qu'on publie demain ? Ou alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas publié de billets de blog, quelqu'un a une idée ? Ça, c'est la première erreur. Inverser le quoi et le pourquoi, ne pas se poser la question du pourquoi. La deuxième étape, ça va être de réfléchir sur la mission, sur notre mission. Et c'est également un piège dans lequel on a tendance à tomber. On s'est trompé de présentation, mais ce n'est pas grave. L'autre erreur, c'est de confondre la mission de l'entreprise et celle de sa stratégie de contenu. Et cette mission, si la réponse au pourquoi qu'on a évoqué précédemment, c'est de se dire, bon voilà, on va vendre plus de chaussures, on va fidéliser nos utilisateurs, on va vendre plus de services, à ce moment-là, on est complètement dans le fond, on va être dans la publicité, on ne sera pas dans la création de contenu. L'incidence va être sur les contenus à proprement parler, qui vont être complètement auto-centrés, qui vont être fades et qui ne vont rien apporter à nos cibles et à nos utilisateurs. Et du coup, c'est la question qui est à se poser, c'est comment être utile et percutant pour nos cibles en dehors des produits et services que nous vendons. C'est-à-dire comment faire passer le produit au second plan, le produit que l'on vend au second plan. On n'est pas là pour faire la promotion de la dernière perceuse. Sur 18h39, on ne va pas voir la toute dernière perceuse disponible chez Castorama, mais on va donner envie justement d'utiliser cet outil. C'est vraiment la mission de la stratégie de contenu. Et quelque part, cette mission, ça va constituer notre ligne éditoriale. La troisième étape, ça va être de constituer des personas. Les personas, c'est une représentation fictive de notre audience. Ça va être une représentation fictive, mais qui va rester réaliste, d'un groupe de personnes qu'on va adresser au travers de nos stratégies, qui va être incarné par un exemple qu'on va essayer de documenter et détailler. Ça va nous aider à réfléchir au type de personnes qu'on souhaite adresser, au contexte dans lequel leur parler, et surtout comment on peut les aider dans leurs tâches. Et ça, c'est vraiment un gros travail d'empathie qui permet de mieux comprendre à qui on s'adresse vraiment pour pouvoir produire les contenus qui vont leur correspondre, mais également utiliser les canaux de distribution de ces contenus qui vont être adaptés. Et après, il y a une évidence, c'est que on est en temps de guerre. Par rapport au contenu, il y en a partout. C'est l'exemple des aidants. Tout le monde produit du contenu. Comment je fais pour émerger ? Comment je fais pour mettre en avant ma valeur ajoutée ? Et pour mettre en avant cette valeur ajoutée, c'est pas la bonne. Je me permets juste. C'est pas grave. Je me permets juste de faire une parenthèse. Le support apparemment a un problème. Donc c'est pas exactement les slides qui étaient censés être présentés, mais bon, voilà. Bon courage. Merci. Mais je pense que vous retrouverez l'ensemble de la présentation disponible sur Internet ou tout au moins vous retrouverez mes coordonnées via lisquid.co et je pourrai vous transmettre les supports si ça vous intéresse. Et donc la quatrième étape sur ces 8 étapes de création de contenu, ça va être de trouver sa valeur ajoutée. C'est-à-dire comment émerger par rapport au brouhaha ambiant. Et pour trouver cette valeur ajoutée, il y a une question qui a à se poser, c'est est-ce que mes contenus sont différents ? Mais différents de mes concurrents directs et aussi de mes concurrents indirects, c'est-à-dire l'ensemble des médias qui vont s'exprimer auprès de mon audience et qui vont aller demander de l'attention auprès de cette audience. Et on pourrait même se poser une question pour aller un peu plus loin, c'est de se dire, voilà, et si tous mes contenus disparaissaient, est-ce que ça créerait un vide sur le marché ? Est-ce que ça manquerait à quelqu'un ? En se posant ces deux questions, ça nous aide vraiment à trouver notre valeur ajoutée et à nous exprimer de manière cohérente par rapport à notre cible. Et ensuite, en cinquième étape sur les 8, on se rend compte qu'on est déjà à plus de la moitié du process et on n'a pas encore parlé de contenu, on n'est pas encore dans la phase de production. En cinquième étape, on va déterminer ses objectifs et ses métriques. À propos des objectifs, il y a deux
objectifs, 2 points sur lesquels je voudrais attirer l'attention, c'est que le premier, on n'est pas dans un travail d'édition, on n'est pas là pour créer du contenu pour créer du contenu. Il y a vraiment une différence, c'est que par rapport à notre stratégie de contenu, ce qu'on va produire, on va en attendre une action de la part du lecteur ou de l'auditeur. Ça ne s'arrête pas juste à une vue. C'est vraiment une démarche qu'on souhaite, un lien, une relation qu'on souhaite entamer avec notre auditoire. Et justement, cette action, elle va nous aider à atteindre nos objectifs stratégiques. C'est ce qu'évoquait Daniel Beau entre la tactique et la stratégie. Et c'est le risque de confondre les deux. Le contenu doit bien nous aider à atteindre notre objectif qui est stratégique. Alors, la tactique va nous aider, bien sûr. Et pour faire le passage entre les deux, on va d'abord partir de l'objectif stratégique et se poser la question de savoir comment on va réussir à atteindre cet objectif stratégique. Et à ce moment-là, on pourra passer dans la tactique. Et ensuite, par rapport à ces objectifs, on pourra les décliner en indicateurs. Et là, j'avais lu une phrase qui m'avait interpellé, qui est la suivante, c'est que ce n'est pas parce qu'il est possible de tout mesurer qu'il est bon de le faire. Parce que c'est vrai, au final, on peut utiliser des tonnes d'indicateurs, il y a plein d'outils qui nous permettent d'aller chercher plein d'indicateurs. Simplement, est-ce que cet indicateur contribue à l'atteinte de mes objectifs? Et surtout, est-ce que cet indicateur me fournit une information qui va me permettre d'améliorer mes actions? À ce moment-là, on va pouvoir réussir à trouver les bons indicateurs en se posant ces 2 questions-là. Maintenant qu'on a défini nos objectifs et nos métriques, on va pouvoir passer dans la phase de production. Et là, on arrive dans une problématique qui est la suivante, c'est qu'en fait, on pense qu'on doit tout de suite se lancer dans de la production, mais il existe beaucoup de contenu en interne. Et c'est intéressant de pouvoir faire un inventaire déjà de l'existant. Il y a des études qui ont fait ressortir le fait que, au final, il existe la moitié des contenus qui existent dans l'entreprise ne sont pas utilisés. Et certaines études, notamment dans le B2B, évoquent 60 à 70% de ces contenus qui ne sont pas utilisés. Et à partir de cet inventaire, on va pouvoir les mettre en face de nos personas, et ce qui va faire émerger les besoins en production de contenu pour répondre aux attentes de ces personas. Et sur ces contenus, il y a une question aussi à se poser, c'est le format de ces contenus. Parce qu'il en existe d'innombrables, il faut simplement être vigilant en choisissant le format de contenu, à faire en sorte que ce format corresponde aux habitudes de consommation de nos personas. Parce que si notre audience a plutôt tendance à scanner que de s'arrêter sur un article et de le lire en profondeur, par exemple, ça ne sert à rien de produire des articles de 1000 mots alors que l'auditoire va le scanner. Et ensuite, il y a une chose qui est simple, c'est que partir du principe que notre audience va s'intéresser à ce que nous publions, c'est faux. Nos auditoires, mais on est tous pareils, hein, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il faut vraiment s'intéresser aux problèmes de notre auditoire. Ensuite, on va les diffuser au travers des canaux de diffusion. Et là, on rentre dans des choses beaucoup plus pragmatiques. Quel canal je vais utiliser par rapport à mon persona? Sur quel canal sont-ils? Est-ce que sur ce canal, on parlait des exemples des chatons, mon contenu va réussir à émerger par rapport à l'ensemble des autres contenus, et typiquement des photos de chatons? Et est-ce que je vais avoir la capacité à promouvoir mon contenu sur ce canal? Et après aussi, quelque part, est-ce que ce canal qu'on a identifié est plutôt un effet de mode ou est-ce un canal sur lequel je vais pouvoir investir sur le long terme? Et une fois qu'on a produit les contenus, il ne reste plus qu'à s'organiser. C'est la dernière étape, la 8e et dernière étape. Et c'est celle qui est la plus compliquée parce que ça nécessite d'abattre beaucoup de silos, à la fois entre le marketing, le média, les relations presse, le CRM, le point de vente, les médias sociaux. C'est l'exemple du Xerfi que j'ai trouvé très intéressant, où on va demander aux spécialistes de chez Xerfi de venir prendre la parole sur le plateau et de s'exprimer, alors qu'à la base, ce ne sont pas forcément des communicants qui ont l'habitude de le faire. On va parler d'agilité, c'est-à-dire permettre à des profils à différents profils de pouvoir collaborer et valider rapidement des campagnes, de la conception à la production en passant par la promotion. Et ça va passer par mettre en place des méthodes qui vont être légères, agiles, avec des outils qu'on utilise peut-être un peu plus personnellement, comme les Dropbox, comme la Google Suite, comme Skype, qui vont nous permettre vraiment de faire en sorte que une idée puisse devenir réalité sans ressembler à un exploit surhumain de politique interne et de devoir mettre des jours et de se battre en interne pour faire émerger cette idée. En guise de conclusion, je voudrais relever 3 choses. C'est la première, le budget. Quel budget pour mettre en place une campagne de content marketing?
On a des exemples de grandes marques comme Oasis, Oreo, DC Shoes, on parlait de Red Bull aussi tout à l'heure. Voilà, on peut se dire que ça nécessite des budgets colossaux pour mettre en place cette démarche. Le budget, c'est peut-être une fausse barbe, parce que oui, c'est sûr que plus on a de budget pour le faire, on va avoir la capacité à produire davantage et à se donner les moyens. Mais néanmoins, avec des budgets qui sont abordables pour des PME, on peut réussir à mettre en place des campagnes qui peuvent être pertinentes. Ensuite, est-ce qu'il faut internaliser ou externaliser? Ça, ça fait écho au budget. Et la réponse va être dans notre capacité à créer rapidement des contenus à fort impact, avec cohérence et avec des multiples points de contact. Et puis finalement, est-ce qu'on doit faire appel à des agences, des indépendants, des ProAm? Là, ce sera peut-être un sujet qui sera évoqué tout à l'heure en conférence de plénière. Mais en tout cas, il y a une vraie tendance de fond, c'est qu'aux États-Unis, il y a un tiers des travailleurs qui sont des indépendants. En France, le nombre de freelances entre 2013 et 2014 a augmenté de 85% pour s'établir à 700 000. Et il y a une vraie mutation du métier de l'agence qui est en train de s'opérer. Et finalement, je vous invite à deux actions. La première, c'est de venir nous rejoindre à Place de la Communication, parce que ce sont des sujets qu'on va réaborder dans les événements qu'on organise, et ce sera également l'occasion d'échanger entre pairs. Et puis la dernière, c'est de vous inscrire sur lisquid.co. Merci Greg. Alors merci aux trois intervenants. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, 5 minutes j'imagine. Je vois personne de l'organisation, mais c'est pas grave. Donc on va garder 5 minutes à la fin pour choisir quelques questions qui ont été posées via SMS et via l'application. On va tous vous donner un micro. J'espère qu'ils sont tous branchés. Ok, donc on va prendre quelques questions. Donc déjà, on a une première question. Alors je vais vous demander de répondre très rapidement, si possible en 30 secondes. Je sais que c'est hyper concis. Premièrement, est-ce que cette stratégie de brand content est envisageable pour des petites marques n'ayant pas de grande visibilité? Je pense que ça, c'était pour Castorama, à mon avis. Moi, je pense que oui. À partir du moment où il y a une bonne idée, un bon contenu proposé, quelle que soit la taille de la marque, on peut finalement développer des articles, des vidéos, aussi courtes soient-elles. Donc je pense que oui, mais peut-être que vous pouvez intervenir plus que moi. Ça commence avec un blog. Donc un indépendant, un expert conseil, il peut faire un blog, il peut faire un livre blanc. Je dirais, si on veut prendre le pouvoir sur un sujet, c'est-à-dire accumuler une masse de recherche suffisante pour dire « je suis le roi du pop-up store », par exemple, ça coûte entre 40 000 et 70 000 euros. Et pour une masse de recherche comme ça, on devient l'expert de référence du sujet. Très bien. Deuxième question, donc là c'est plus pour Daniel. Concrètement, comment convaincre... Alors, Daniel et peut-être Marion, pour le coup, concrètement, comment convaincre ces annonceurs de faire du brand content? Et il y a une deuxième question derrière, mais c'est pas directement lié, mais est-ce que c'est rentable à court terme? La fameuse question de la rentabilité. Il y a plein de niveaux de rentabilité. Il y a des rentabilités immédiates. Par exemple, si vous faites un mode d'emploi pour utiliser une machine, ça va donner aux gens envie d'utiliser la machine, un tutoriel, des choses comme ça, et donc la rentabilité, elle est très efficace. Mais ça peut aussi être des objectifs à beaucoup plus long terme. Ce qu'a fait Xerfi, donner du sens, donner de l'aura, parce que le concurrent de Xerfi, c'est le groupe Les Échos. Donc, vous voyez, le besoin qu'ils avaient d'avoir de l'aura et de la visibilité, et donc ça c'est beaucoup plus long terme, donner du sens, mobiliser. Donc il y a des efficacités à court terme, des efficacités à long terme. Et puis surtout, moi je dirais, quand on fait du contenu, il y a plein de surprises qui émergent. Il y a plein de gens qui viennent vous voir, on fait plein de rencontres, parce qu'on va au-delà de simplement produire des produits et des services. Marion, comment est-ce qu'on convainc un annonceur de faire du brand content en étant à l'intérieur? Oui, moi je suis côté annonceur et on était convaincus déjà. Donc... C'est plus facile. Ouais. Très bien. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on gère la création de contenu au quotidien pour 18h39? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que nous, on propose un article par jour, donc c'est une fréquence qui est dense. Comment on fait? Concrètement, nous, on est deux chez Castorama, moi et ma collaboratrice Aurélie Radnac. Et on s'est entouré d'une agence qui nous aide avec 3 journalistes qui s'appelle les Séquences de l'innovation, qui nous aident finalement à être dans un rythme de sujets d'actualité. Après, c'est un jeu de ping-pong entre eux et nous. Voilà, c'est un vrai partenariat. Parce que nous aussi, on connaît bien notre univers, le marché, nos clients, ce qui se passe en magasin. Donc c'est vraiment un jeu je propose, on s'enrichit mutuellement et on choisit dans un comité de rédaction les sujets qu'on traite. Ouais. Ok, très bien. On va peut-être prendre 2 dernières questions. Castorama, Ikea, finalement seules les grandes enseignes se permettent de faire un contenu fun. Est-ce que c'est vrai ou pas, Daniel?
Est-ce que c'est le côté divertissant est réservé aux grandes enseignes et aux grandes marques? C'est une des questions posées. Quand on regarde qui fait du branded entertainment, des choses très fun, c'est vrai que c'est un peu plus les grandes marques que les petites. Les petites vont plus aller vers des contenus utiles, des contenus d'informatifs, des contenus d'experts. Maintenant, tout est à la portée de tout le monde. On a l'avantage avec le contenu d'avoir moins de barrières à l'entrée que pour une campagne de publicité. Une campagne de publicité, il y a des niveaux d'investissement qui sont quand même assez élevés. La barrière à l'entrée pour le contenu, ça peut être la collaboration avec un artiste, ça peut être... c'est très ouvert. Ok. Décidément, j'ai l'impression que la question de convaincre ses supérieurs, elle revient. J'ai encore une question dessus, donc visiblement, vous avez des problèmes là-dessus. Comment convaincre son PDG d'investir dans le brand content? On repose la question, vous allez peut-être y répondre. Alors, je vais donner ne serait-ce que 2 arguments. Qu'il ait des choses à raconter. Parce qu'un PDG, il sort peut-être pas un produit toutes les semaines. Donc, si on veut qu'il ait des choses à raconter, il faut qu'il ait un sujet de recherche. Qu'il ait quelque chose qui l'alimente. Et aussi, ça peut être intéressant pour les RP. C'est-à-dire que les RP, c'est pareil, s'ils sont soumis à la sortie des nouveaux produits et des nouveaux services, ça ne va pas faire beaucoup de sujets à évoquer. Et puis ça risque d'être assez technique. En revanche, si on fait le contenu, c'est un état des lieux de la vie quotidienne, etc., on va avoir des tas de choses rigolotes, amusantes, intéressantes à dire. Et en parlant pas que de soi. Oui, c'est ça. Moi, j'ajouterais, que ça permet d'entrer en conversation, en tout cas d'une manière tout autre, ça c'est sûr, et de se mettre plus en confiance dans la relation qu'on peut avoir avec nos lecteurs. Et comment convaincre fondamentalement son PDG. Je pense que c'est vrai qu'il faut regarder aussi les volumes de conversation que ça peut générer autour d'une marque. C'est sûr que c'est un travail qui se mène dans le long terme, mais en tout cas, moi, j'avais jamais connu autant de conversations autour de l'univers de la maison. Et quelque part, c'est aussi un indicateur de se dire comment les gens parlent de moi et facilement, sans forcément qu'il y ait des investissements TV, des investissements radio, des investissements sur d'autres médias qui coûtent cher. C'est un moyen de faire parler de la marque sans dépenser tant d'argent que ça, croyez-moi. Très bien, merci à tous. On les applaudit une dernière fois pour leur intervention. Et on va laisser la place au talk suivant. Merci à tous. Merci.